Elle rata l'entretien de sa vie pour avoir changé le pneu crevé d'un inconnu. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le vieil homme qu'elle venait de secourir était le milliardaire même qui détenait sa destinée. Son futur reposait sur une entrevue à 9 heures du matin. Pour une fille de femme de ménage, la bourse Lamarque pour l'héritage représentait bien plus que des frais de scolarité. C'était une échappatoire. Mais une tempête d'une violence inouïe la força à courir. Son seul et unique tailleur, détrempé par une pluie glaciale. Elle se trouvait à mi-parcours quand elle l'aperçut. Un homme âgé, seul, aux prises avec un pneu irrécupérablement à plat. Une voix dans sa tête lui criait de poursuivre son chemin. C'était son unique chance. Pourtant, elle s'arrêta. Tandis qu'elle s'agenouillait dans la boue et la graisse, voyant son opportunité lui filer entre les doigts, une chose lui échappait. Le vieil homme qu'elle aidait était un milliardaire, et l'unique personne qui tenait les clés de son avenir. Et vous, d'où que vous soyez dans le monde, faites-le moi savoir dans les commentaires. J'espère que cette histoire vous plaira. L'autobus de 6h15 empestait invariablement le café froid et les émanations de diesel. Manon Dubois restait assise, d'une immobilité parfaite. Son dos était droit, à quelques millimètres du sky poisseux du siège. Elle ne permettrait pas à la crasse de la ville de l'atteindre, pas aujourd'hui. Aujourd'hui était un jour spécial. Son costume était d'un bleu profond. Il n'était pas neuf. Sa mère, Sandrine, l'avait déniché dans une friperie solidaire 3 semaines auparavant. Une minuscule perforation de mythe marquait le revers, que Sandrine avait reprise avec un fil de même couleur et une habileté consommée. La veille au soir, sa mère l'avait repassé à 2 reprises, créant des plis d'une netteté impeccable. À 17 ans, vêtue de ce tailleur, Manon semblait plus mature. Sa chevelure blonde était rassemblée en une tresse stricte et tendue. Ce style accentuait l'arête de ses pommettes et lui conférait un air grave. Elle espérait que cela la rendrait digne de l'occasion. Au fond de la poche de son manteau, ses doigts se crispèrent sur un petit objet métallique, lourd et froid. C'était une médaille de Saint-Christophe, polie par les années. Elle avait été celle de son arrière-grand-père, le sergent Louis Lefebvre, qui l'avait portée dans les tranchées boueuses de France. Sa mère aimait à dire qu'il était un homme qui ne fuyait jamais le combat, et encore moins quelqu'un en détresse. Le métal était comme un point d'ancrage, un petit lest dans l'océan tumultueux de son anxiété. Le bus tressaillit en franchissant le pont de Saint-Georges, laissant son quartier derrière lui. En contrebas, la Loire s'écoulait, grise et indolente. Saint-Georges-sur-Loire était un monde de trottoirs lézardés, d'organismes de crédit rapide et d'immeubles ayant perdu toute fierté. C'était son foyer. Mais Manon aspirait à autre chose. Sa mère, Sandrine, était employée de maison. Elle entretenait les vastes et somptueuses demeures des belles collines de Touraine. Des propriétés aux pelouses si parfaites qu'elles en paraissaient artificielles. Sandrine quittait la maison avant l'aube pour n'y revenir qu'à la nuit tombée, les mains imprégnées d'une odeur d'eau de javel et de déterge industriel. Tu vaux mieux que cet endroit, Manon, lui avait soufflé sa mère la veille, la voix éraillée par l'épuisement. Tu es bien plus que la fille d'une employée de maison. Va à cet entretien. Montre-leur de quel bois se chauffent les Dubois. Obtiens ce qui te revient de droit. L'entretien. Ce n'était pas un simple entretien. C'était la bourse Lamarque pour l'héritage. Une bourse complète pour l'université de Tours. C'était la clé de tout. L'université était le fier château sur la colline, un monde que sa mère astiquait sans jamais y pénétrer. Pour Manon, cette bourse n'était pas qu'une aide financière. C'était une voie de sortie. Un futur où ses mains ne sentiraient pas l'eau de javel. Le bus arriva en sifflant dans le centre-ville. L'atmosphère se transforma. Les façades étaient désormais de verre et d'acier. Les passants arboraient des manteaux de luxe et des porte-documents en cuir, se déplaçant avec une assurance que Manon enviait. Elle jeta un œil à sa montre. 7h45, l'entretien était fixé à 9h tapantes. Elle avait une marge confortable. Il lui suffisait d'emprunter le bus de ville jusqu'au campus. C'est alors que le ciel se déchira. Ce ne fut pas une bruine printanière, mais un déluge soudain et brutal. Le vent s'engouffra entre les immeubles, transformant les gouttes en projectiles de glace. Les gens s'égaillèrent, leurs parapluies se retournant sous la force des rafales. En l'espace de quelques minutes, les rues furent submergées. Manon vit avec effroi le bus de ville qu'elle devait prendre s'éloigner de l'arrêt, déjà plein à craquer, incapable d'accueillir d'autres passagers. Le suivant ne passerait que dans 20 minutes. 20 minutes.
Toute son avance venait de s'évaporer. Non, chuchota-t-elle. Elle ne pouvait se permettre aucun retard. Pas ce jour-là. Elle vérifia son téléphone. 20 rues la séparaient de l'université. Elle pouvait y être en 30 minutes en courant. Manon remonta le col de son léger manteau et quitta l'abribus. La pluie l'assaillit aussitôt, froide, saisissante, incessante. Elle plaqua son portfolio contre sa poitrine, protégeant sa candidature, ses lettres de recommandation et son essai, l'héritage du devoir. Elle courut. Tête baissée, elle slalomait entre les rares piétons aussi malchanceux qu'elle. Ses chaussures, de vieilles ballerines de sa mère, furent instantanément gorgées d'eau. Une eau glaciale. La veste de son tailleur lui collait à la peau. Le pli impeccable de son pantalon n'était plus qu'un souvenir, remplacé par une sensation d'humidité glacée. Ne t'arrête pas, se répétait-elle. Sa tresse se défaisait, des mèches mouillées lui cinglant le visage. Elle était à mi-chemin, 8h20. Elle y parviendrait, quitte à arriver dans un état pitoyable. C'est là qu'elle vit la voiture. Une Citroën DS vert foncé, profilée et luxueuse. Elle détonnait dans le paysage, stationnée de travers sur le bas-côté, avec un pneu arrière manifestement, irrémédiablement crevé. À ses côtés se tenait un homme âgé. Grand, élancé, il portait un superbe manteau de laine, désormais assombri par la pluie. Ses cheveux blancs lui collaient au crâne. Il se débattait avec un cric, les mains tremblantes, le visage tordu par la frustration. Saleté, lança-t-il en frappant le pneu du pied. Le son se perdit dans la bourrasque. Manon ralentit. Son instinct lui criait, continue, tu es en retard, ce n'est pas ton problème, c'est ta vie, ton unique chance. Personne ne s'arrêtait. Les passants pressaient le pas, le regard fixé au sol, chacun absorbé par sa propre urgence. Manon s'immobilisa. Elle resta là, pétrifiée, la pluie ruisselant sur son visage. Elle observa le vieil homme, qui s'adossait maintenant à son véhicule, le souffle court. Il semblait abattu. Elle sentit le poids de la médaille dans sa poche. Un homme qui n'abandonnait jamais quelqu'un en détresse. Tant pis, souffla-t-elle. Elle enjamba le caniveau transformé en torrent. Monsieur, appela-t-elle, sa voix à peine audible dans le vacarme. Monsieur, puis-je vous aider? Le vieil homme sursauta et leva la tête. Il vit une adolescente de 17 ans, trempée, agrippée à un portfolio. Jeune fille, vous devriez être au sec, cria-t-il pour couvrir le bruit de la pluie. Je n'arrive pas à stabiliser ce cric. Le sol est trop glissant. Il faut le placer correctement, dit Manon en s'approchant. Elle connaissait la manœuvre. Son voisin, Michel Bernard, passait son temps à bricoler de vieilles voitures. Elle l'avait vu changer des pneus des dizaines de fois. Elle posa son sac à dos près de la portière et déposa son portfolio avec précaution sur la banquette arrière, espérant que le cuir le préserverait de l'humidité. « Laissez-moi, dit-elle. » Elle s'agenouilla sur le bitume froid et granuleux. Le froid transperça instantanément son pantalon. Peu importe. Le cric se place sur le châssis, pas la carrosserie, expliqua-t-elle d'un ton soudainement assuré. Elle le repositionna jusqu'à trouver un point d'appui solide en acier. Écartez-vous, monsieur. Il la regarda, médusé, tandis qu'elle actionnait le mécanisme avec une efficacité et une maîtrise surprenantes. Où avez-vous appris cela, sans qu'il? À Saint-Georges-sur-Loire, répondit-elle sans le regarder. Soit on apprend à se débrouiller, soit on reste sur place. La voiture s'éleva. La pluie s'abattait sur son dos. Ses mains étaient gourdes de froid, mais elle agissait vite, desserrant les écrous. Il résistait. Elle mobilisa toutes ses forces, peinant à les débloquer. C'est absurde, intervint le vieil homme. Il tentait de l'abriter avec un petit parapluie dérisoire. Vous allez ruiner vos vêtements. Ce ne sont que des vêtements, répliqua Manon, même si ces mots sonnaient faux. Ce tailleur était son armure, et elle était en train de la sacrifier. Elle retira le pneu à plat et le fit rouler à l'écart. Il pesait 1 tonne. Elle sortit la roue de secours du coffre, une simple galette. Vous vous rendez à un entretien, n'est-ce pas, demanda l'homme, qui avait remarqué le portfolio dans sa voiture. Oui, monsieur. Elle luttait contre les larmes. Ses mains étaient noires de cambouis. Une larme creusa un sillon sur sa joue maculée de saleté. Pour quelle heure? 9 heures.
Il consulta sa propre montre, un modèle en or, simple et raffiné. Ses yeux s'agrandirent. Ciel, mon enfant, il est 8h45. L'estomac de Manon se serra. 8h45, cela faisait 25 minutes qu'elle était là. C'était trop tard. Elle n'y arriverait jamais. Tout était perdu. Elle s'immobilisa. La pluie, le vent, tout semblait s'effacer. Elle n'entendait plus que les pulsations assourdissantes dans sa poitrine. Tant d'efforts, tant d'espoir de sa mère, réduit à néant. Je suis en retard, articula-t-elle. Le visage du vieil homme s'adoucit. Toute trace de frustration avait disparu, laissant place à une compassion profonde et immédiate. Terminez de changer le pneu, dit-il d'une voix posée mais ferme. Pardon ? Terminez ce que vous avez commencé, jeune fille. Nous n'en avons pas fini. Manon le dévisagea, puis acquiesça. Elle hissa la roue de secours, la fixa et commença à resserrer les écrous, animée d'une nouvelle et sombre résolution. Elle acheva la tâche, abaissa le cric et se releva. Elle était un désastre ambulant. Sa coiffure était ruinée. Son visage, zébré de saleté. Ses mains, noires. Son tailleur, irrécupérable, maculé de graisse et de boue. Le vieil homme la contempla en silence un instant. « Votre nom ?» demanda-t-il. « Manon Dubois. »« Eh bien, Manon Dubois, » dit-il en ouvrant la portière du conducteur. « Montez. Je vous conduis à votre entretien. »« Monsieur, c'est impossible. Regardez mon état. Je ne peux pas salir votre voiture. »« J'ai connu pire, » répondit-il avec un début de sourire. « Mon chauffeur est souffrant, et c'est moi qui vous ai retardé. C'est bien le moins que je puisse faire. Montez. » Après une brève hésitation, Manon obtempéra. Les sièges en cuir, lisses, exhalaient un parfum de bois noble. Elle s'assit sur le bord, ses vêtements dégoulinant sur le tapis. Le vieil homme s'installa, mit le contact et rejoignit la circulation avec aisance. « Quelle est votre destination exacte à l'université de Tours ?»« La salle des fondateurs », répondit Manon d'une voix fluette. Il hocha la tête, conduisant avec une assurance sereine. Les essuie-glaces balayaient frénétiquement le pare-brise. « Vous savez, » commença le vieil homme en lui jetant un regard en coin, « vous vous êtes arrêté. La seule. Je suppose. Vous saviez que vous seriez en retard. Vous saviez que vous abîmiez vos habits, et pourtant, vous vous êtes arrêté. » Manon se contenta de regarder ses mains souillées. « Mon arrière-grand-père. Il disait toujours, on aide la personne qu'on a sous les yeux. » Le vieil homme garda le silence un long moment. Ils arrivèrent devant l'imposant édifice couvert de lierre, la salle des fondateurs. Une véritable cathédrale. Il était 9h02. « Merci, monsieur, » dit Manon en saisissant son portfolio. « Un instant, » dit-il. Il la fixait, d'un regard pénétrant. « Bonne chance, Manon Dubois. » Manon fit un signe de tête et se mit à courir. Elle gravit 4 à 4 les marches de marbre, ses chaussures détrempées émettant un bruit de succion. Elle poussa les lourdes portes de chêne et s'immobilisa. Le hall était empreint de silence. Le sol de marbre luisait. Le plafond s'élevait à une hauteur de 2 étages. L'air était chaud, embaumant la cire au citron et les vieux manuscrits. Une femme siégeait derrière un large et intimidant bureau. Vêtue d'un tailleur gris à la coupe irréprochable, ses cheveux étaient tirés en un chignon parfait. Elle leva les yeux à l'entrée de Manon. Son regard balaya la chevelure hirsute et trempée de la jeune fille, descendit le long de son tailleur souillé de graisse, pour s'arrêter sur la flaque d'eau se formant à ses pieds. Son expression était un masque de pur et glacial dédain. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle d'une voix aussi froide que la pluie dehors. « Je viens pour la bourse Lamarck » bégaya Manon, écartant une mèche de son visage et y laissant une nouvelle trace noire. « Je m'appelle Manon Dubois. J'avais rendez-vous à 9h. » La femme, dont la plaque indiquait « Valérie Bertrand, administratrice de la fondation », consulta la grande horloge murale. « Il est 9h04, mademoiselle Dubois. »« Je sais, j'en suis navré. La tempête, le bus. Et puis un homme a eu une crevaison, je me suis arrêté pour l'aider. » Mademoiselle Bertrand leva une main diaphane. La fondation Lamarck attache la plus grande importance à 2 principes, mademoiselle Dubois, l'excellence et la ponctualité. La ponctualité est la politesse des rois.
C'est également une condition sine qua non pour nos boursiers. Je vous en prie, supplia Manon, la voix étranglée par l'émotion. Je suis là. Je voulais seulement. Le créneau de 9 heures est clos. Le comité d'évaluation est passé au candidat suivant, celui de 9h15. Je regrette, mais vous avez laissé passer votre chance. La sentence tomba, brutale, comme un coup. Laissez passer sa chance. Mais. J'ai bien agi, chuchota Manon, comme pour se convaincre elle-même. Mademoiselle Bertrand esquissa un sourire pincé. Peut-être, mais bien agir ne vous a pas fait arriver à l'heure à votre entretien. Nous avons une longue liste de candidats tout aussi qualifiés qui, eux, sont ponctuels. Une porte s'ouvrit au bout du couloir. Un jeune homme en costume impeccable en sortit, un sourire aux lèvres. Une jeune fille en uniforme de lycée privé lui succéda. Vous allez devoir partir, déclara mademoiselle Bertrand, les yeux déjà rivés sur son écran. Vous faites des flaques sur le sol. Manon resta plantée là un instant de plus, paralysée par l'humiliation. La chaleur du hall la faisait grelotter dans ses vêtements mouillés. Elle sentait sur elle les regards des autres candidats. Elle fit demi-tour, ses chaussures émettant des couinements de défaite, et repassa les lourdes portes de chêne. De retour dans la tempête. La pluie n'avait pas faibli. Elle redoublait d'intensité, comme si le ciel se gaussait de son sort. Manon se tenait sur le perron de marbre de la salle des fondateurs. Elle était comme anesthésiée. Le froid de ses vêtements s'était insinué jusqu'à ses os, mais il n'était rien comparé au gel qui avait saisi son cœur. Elle avait échoué. Un fait simple, cruel. Elle avait trahi les espoirs de sa mère. Elle s'était trahie elle-même. Elle regarda ses mains, toujours couvertes de cambouis. La pluie en délayait une partie, traçant de minces filets sales le long de ses poignets avant de disparaître dans les manches de son tailleur fichu. Son reflet dans les vitres sombres des portes lui renvoya l'image d'un spectre. Une tignasse blonde, emmêlée et dégoulinante. La trace de saleté sur sa joue était comme une balafre. La jeune femme sérieuse et soignée qu'elle s'était efforcée d'être ce matin avait disparu, remplacée par une fille crottée et trempée de Saint-Georges-sur-Loire. Mademoiselle Bertrand avait raison. Elle n'était qu'une fille de femme de ménage, souillant leur sol immaculé. Manon extirpa la médaille de Saint-Christophe de sa poche. Elle était toujours là. On aide la personne qu'on a sous les yeux. Une belle jambe ça me fait, papy Louis, murmura-t-elle dans le vide. Sa voix se cassa. Elle inspira profondément et se força à avancer. Elle descendit les marches une à une, chaque pas pesant une tonne. Elle ne courut pas. À quoi bon courir, désormais? Son avenir s'était évanoui. L'arrêt du bus de ville n'était qu'à une centaine de mètres. Elle se réfugia sous le petit abri en plastique, mais le vent y engouffrait la pluie. Elle était prise de tremblements violents, incontrôlables. D'autres étudiants attendaient, vêtus d'imperméables de marque, des sacs de l'université de Tours à l'épaule. Ils lui jetaient des regards furtifs avant de détourner les yeux, le visage impassible. Ils ne voulaient pas la voir. Elle était un problème, une incarnation de l'échec. Quand le bus arriva enfin, l'intérieur était chaud. La chaleur sur sa peau glacée provoqua des démangeaisons. Elle chercha maladroitement sa carte de transport dans sa poche, les doigts engourdis. Elle s'installa à l'arrière, près d'une fenêtre. Le sky était craquelé, mais sec. Elle regarda défiler le magnifique campus verdoyant. Elle avait tant rêvé de parcourir ses allées, de s'asseoir dans ses bibliothèques, l'esprit bouillonnant d'idées neuves. À présent, elle le voyait s'éloigner. Le bus franchit le pont de Saint-Georges. Le décor changea. Les tours de verre et d'acier cédèrent la place à la brique et au contreplaqué. Les pelouses impeccables furent remplacées par des terrains vagues boueux. La honte l'écrasait, un poids insupportable sur sa poitrine. Comment affronter sa mère? Sandrine s'était levée à 4h30 pour lui préparer des œufs brouillés et une tartine avec le fond de confiture de fraises. Pour te donner des forces, avait-elle dit. Sandrine avait sans doute jeûné pour que sa fille ait assez à manger. Elle avait passé 3 heures à la friperie pour ce tailleur. Elle l'avait payé 8 €. 8 € qui manqueraient pour la facture d'électricité. Manon sentit les larmes se joindre à la pluie sur ses joues. Elle les essuya, laissant une nouvelle strie de suie. Elle descendit à 3 rues de chez elle. La pluie s'était enfin calmée, se muant en un crachin lugubre. Le ciel avait la couleur du béton. Leur immeuble était vétuste.
Le hall empestait la moquette humide et le chou. Elle gravit les 3 étages. L'ascenseur était hors service depuis 6 mois. Devant la porte de son appartement, le 3B, elle perçut le son ténu de la vieille radio de la cuisine. Elle leva la main pour frapper, puis s'interrompit. Elle n'en avait pas la force. Elle s'affaissa dans le couloir, contre sa propre porte, ramena les genoux contre sa poitrine et, enfin, pleura en silence. Elle pleura la bourse perdue, le tailleur ruiné, la déception qu'elle lirait sur le visage de sa mère. Elle pleura parce qu'elle avait froid. Elle ne sut combien de temps elle resta là. 5, 10 minutes? La porte 3B s'ouvrit. Sandrine Dubois apparut. Elle portait encore son uniforme de travail gris. Le mercredi, elle ne commençait son service aux Belles Collines qu'à midi. Ses cheveux, du même blond que ceux de Manon mais ternis par la fatigue, étaient retenus par une simple pince. Elle contempla sa fille. Elle vit tout, les cheveux trempés, le tailleur en lambeaux, les mains souillées, les larmes. Sandrine ne posa aucune question. Elle ne cria pas. Elle s'avança dans le couloir, s'agenouilla sur la moquette sale qu'elle avait elle-même si souvent nettoyée, et serra sa fille dans ses bras. « Oh, ma puce !» murmura Sandrine, sa voix chargée d'une peine qui faisait écho à celle de Manon. « Tu es glacée. » Elle aida Manon à se relever, la fit entrer et verrouilla la porte. L'appartement était exigu, mais d'une propreté méticuleuse. « Va !» ordonna Sandrine d'un ton qui n'admettait pas de réplique. « Prends une douche. » Une douche bien chaude, immédiatement. Manon obéit sans un mot, les dents claquant. 20 minutes plus tard, elle sortit de la salle de bain, enveloppée dans son vieux peignoir. Ses cheveux étaient propres, encore humides. Elle se sentait de nouveau un être humain, mais le poids de l'angoisse persistait. Sandrine l'attendait dans la petite cuisine avec une tasse de thé fumant, sucré et lacté, comme Manon l'aimait. Manon s'attabla. Le formica était usé par endroits. « Bien, » dit Sandrine en s'asseyant en face d'elle, les mains jointes sur la table. « Dis-moi tout. » Manon raconta. Le bus, la course sous la pluie, le vieil homme, le pneu crevé. Le cric, la graisse, la roue de secours. Il m'a conduite, maman, dit-elle à voix basse. Il m'a déposée au pied du bâtiment, mais j'étais en retard. De combien? 4 minutes. Sandrine ferma les yeux un bref instant. Et la femme de l'accueil, mademoiselle Bertrand, n'a rien voulu savoir. Elle a dit que mon tour était passé. Elle a dit. Elle a dit que je salissais le sol. Sandrine contempla ses mains. Ses jointures étaient rougies et gercées. J'ai fichu en l'air le tailleur, maman, avoua finalement Manon dans un souffle. Je suis désolé. Je l'ai abîmé. Le silence s'installa, seulement troublé par le goutte à goutte du robinet. Enfin, Sandrine releva la tête. Son regard n'exprimait pas la colère, mais autre chose, d'indéfinissable pour Manon. Tu t'es arrêté, dit Sandrine. Pardon? Tu étais en retard. Tu courais sous un déluge. Ton avenir entier se jouait. Et tu vois un vieil homme, un parfait inconnu en difficulté, et tu t'arrêtes. Oui. Et j'ai tout raté, maman. Manon, reprit Sandrine en se penchant vers elle, lui prenant sa main propre et chaude. Tu n'as pas tout raté. Mais la bourse? La bourse, oui, ça aurait été une bonne chose. Ça nous aurait facilité la vie. Sandrine soupira, un soupir profond hélas. Mais ce n'est que de l'argent, Manon. Un moyen de payer tes études. Ce n'est pas ce qui te définit. Je ne comprends pas, ton arrière-grand-père, Louis, dit Sandrine, ses yeux s'animant. Il n'a pas eu sa croix de guerre pour sa ponctualité. Il l'a eu parce que, pendant que les autres battaient en retraite, il a foncé sous le feu pour secourir 2 de ses camarades. Il a fait ce qui était juste, pas ce qui était facile. Elle serra la main de Manon. Tu as ça en toi. Cette trempe des Dubois. Tu as vu quelqu'un en détresse et tu n'as pas fui. Tu t'es sali les mains. Tu as aidé. Jamais, au grand jamais, je n'ai été aussi fier de toi qu'à cet instant précis. Les larmes revinrent aux yeux de Manon, mais des larmes différentes. Mais qu'est-ce qu'on fait, maintenant? Demanda-t-elle, l'avenir toujours aussi incertain et angoissant. Maintenant, dit Sandrine avec un petit sourire fatigué, je vais travailler. Je dois nettoyer la demeure des Lamarque. Et toi,
tu vas te renseigner sur le lycée professionnel de Saint-Georges. On trouvera une solution. On trouve toujours une solution. Sandrine se leva, prit ses clés et son manteau. Sur le seuil, elle ajouta, « Tu es une belle personne, Manon Dubois. Ne laisse jamais personne, et surtout pas une pimbèche en tailleur gris, te faire croire le contraire. » Après son départ, Manon resta seule, le thé réchauffant ses mains. Elle se sentait étrangement. La dévastation était toujours là, un vide immense et douloureux, mais en dessous, une petite étincelle de chaleur commençait à poindre. Sa mère était fière d'elle. Elle avait échoué à l'examen. Mais peut-être, juste peut-être, en avait-elle réussi un autre, bien plus important. Au même moment, à l'autre bout de la ville, la Citroën DS vert foncé se garait dans un garage souterrain privé et chauffé. Le vieil homme, Pierre Lamarque, en descendit. Il observa la galette de secours, la boue et la graisse sur le tapis de sol du passager, et ses propres chaussures de luxe, maculées. Il prit l'ascenseur privé qui menait directement à son penthouse. Il pénétra dans une pièce si vaste qu'elle paraissait déserte. Les baies vitrées offraient une vue panoramique sur la ville, encore grise et pluvieuse. Un homme en costume strict, son chef de cabinet, l'attendait. « Monsieur Lamarque, dit-il d'un ton cassant. Vous êtes en retard. La visioconférence avec le conseil commence dans 5 minutes. Et mon Dieu, que s'est-il passé? Votre chauffeur. Mon chauffeur va très bien, Stéphane Moreau, coupa Pierre en se débarrassant de son manteau humide. J'ai eu une panne. Une panne? Monsieur, il fallait appeler. Nous aurions dépêché un autre véhicule sur le champ. L'affaire est réglée, dit Pierre. Il s'approcha de son bureau, un imposant meuble en bois sombre. Il remarqua une petite tache de graisse sur le poignet de sa chemise. Stéphane, dit-il, ignorant le téléphone qui clignotait. Monsieur? Trouvez-moi quelqu'un. Une jeune femme du nom de Manon Dubois. Manon Dubois, répéta Stéphane en saisissant le nom sur sa tablette. Et où puis-je la trouver? Aucune idée, répondit Pierre en regardant la pluie. Mais elle postulait pour la bourse Lamarque ce matin, à l'université de Tours. Stéphane interrompit sa saisie. La bourse Lamarque? Monsieur, mais c'est. C'est votre bourse. Celle que vous avez créée. En effet, dit Pierre Lamarque avec un sourire complexe et fugace. C'est bien elle. Passez-moi Valérie Bertrand, puis rassemblez toutes les informations possibles sur Manon Dubois. Manon resta longtemps à table. Son thé était devenu froid. L'étincelle de fierté maternelle était toujours là, mais la dure réalité de leur situation l'étouffait. Sa mère avait raison, le caractère comptait. Mais le caractère ne payait pas le loyer. Elle se leva et se rendit dans sa chambre minuscule. Le tailleur bleu marine gisait sur le sol, abandonné dans son désespoir. Elle le ramassa. Il était lourd d'eau, souillé de graisse, déchiré au genou là où le bitume l'avait éraflé. Il était fichu. Elle le porta à l'évier, dans une vaine tentative de le sauver. L'eau froide ne faisait qu'étaler la graisse, créant une auréole sombre et tenace. C'était sans espoir. C'était comme essayer d'effacer son échec à grands coups d'éponge. Elle renonça, laissant le vêtement en un teint informe. Bon, se dit-elle. Le lycée professionnel. Elle retourna à table avec son vieil ordinateur portable, qui mettait une éternité à démarrer. Par réflexe, elle consulta d'abord le site de l'université de Tours. Une vidéo promotionnelle d'étudiants radieux sur une pelouse verdoyante s'afficha. « Bâtissez votre avenir », proclamait le slogan. Manon ferma la page. Elle chercha le site du lycée professionnel de Saint-Georges. Simple, bleu et blanc, il avait l'austérité d'un document administratif. Elle cliqua sur « Frais d'inscription ». Même cela, constata-t-elle, serait un défi. Frais de dossier, manuel, abonnement de bus. Les mots de sa mère lui revinrent, on trouve toujours une solution. Manon acquiesça. D'accord, une solution. Nouvel onglet. Offre d'emploi Saint-Georges-sur-Loire, 17 ans. Les résultats étaient prévisibles, restauration rapide, manutention, ménage. Elle devrait travailler à plein temps, peut-être suivre des cours du soir. Le rêve de l'université, des amphithéâtres et des murs couverts de lierre, s'évanouissait, laissant place à un avenir plus terne, un avenir d'épuisement, un avenir calqué sur celui de sa mère. Alors qu'elle allait éteindre l'ordinateur,
un bruit métallique retentit à la porte d'entrée. Le courrier. Elle ramassa les quelques enveloppes, des factures, un prospectus, et une enveloppe fine, blanche, à fenêtre. Elle était adressée à Sandrine Dubois. Dans la fenêtre, 2 mots en lettres capitales rouges, dernier avis. Le souffle de Manon se coupa. Inutile de l'ouvrir. C'était l'électricité. Elle jonglait avec cette facture depuis 3 mois, payant le strict minimum pour éviter la coupure. Cet avis avait un caractère définitif. La bourse. Ce n'était pas seulement pour elle, pour s'offrir une vie meilleure. C'était leur survie. C'était l'argent qui aurait permis au salaire de sa mère de couvrir l'essentiel. Elle n'avait pas seulement manqué un entretien, ruiné un tailleur. Elle avait échoué à les sauver. Le poids de ce pneu crevé lui retomba dessus avec une violence inouïe. Elle avait troqué la sécurité de sa famille pour aider un inconnu. Elle posa l'enveloppe sur la table, à côté de la page des offres d'emploi, et la fixa. L'étincelle de fierté s'était éteinte, remplacée par une angoisse glaciale. De l'autre côté de la ville, Sandrine Dubois était à 4 pattes dans la bibliothèque du domaine Lamarque. Le domaine était un véritable château, dominant la ville depuis la plus haute des belles collines de Touraine. Sandrine y travaillait depuis 3 ans et voyait rarement son propriétaire, Monsieur Lamarque. On le disait reclus, un veuf de la haute société qui partageait son temps entre son bureau en ville et ses voyages, mais qui exigeait une perfection absolue dans sa demeure. Sandrine lustrait la marqueterie du parquet. Ses genoux la faisaient souffrir, son dos était raide, mais ses gestes étaient précis, mécaniques. Elle mettait un point d'honneur à bien faire son travail. Quitte à être femme de ménage, autant être la meilleure. Mais aujourd'hui, son esprit était ailleurs. Dans un petit appartement de Saint-Georges-sur-Loire. Sur un trottoir détrempé. Avec sa fille. Elle a 7 trempes des Dubois. Sandrine sourit pour elle-même. Elle était fière, et terrifiée. Manon était brillante. Plus que quiconque. Mais le monde était impitoyable pour les filles brillantes de Saint-Georges-sur-Loire. Le monde exigeait la ponctualité. Le monde exigeait le tailleur adéquat. Vous êtes dans la lune, Sandrine. C'était Monique Leroux, la gouvernante, une femme d'un certain âge, à l'air sévère mais au regard bienveillant. Je réfléchissais, Madame Leroux, dit Sandrine en se relevant avec une grimace. À votre fille, à son grand entretien. Sandrine lui en avait parlé. Madame Leroux lui avait même accordé sa matinée pour qu'elle puisse encourager Manon. Le sourire de Sandrine s'effaça. Elle ne l'a pas passé. Oh, zut alors. Le visage de Madame Leroux s'assombrit. Que s'est-il passé? La tempête. Et un pneu crevé, expliqua Sandrine, lui racontant l'histoire du vieil homme, du tailleur ruiné, de la femme de l'accueil. Elle omit de parler de sa fierté, se contentant des faits. Quelle poisse, commenta Madame Leroux, les bras croisés. La pauvre. Elle a fait ce qu'il fallait faire, affirma Sandrine, la voix basse mais intense. C'est vrai, concéda Madame Leroux. Mais ce qu'il faut faire ne paie pas les factures, n'est-ce pas? Non, madame. Bon, soupira Madame Leroux en lui tendant un plumeau. Au travail. Monsieur Lamarque reçoit ce soir. Le rez-de-chaussée doit être impeccable. Sandrine acquiesça et se dirigea vers la monumentale cheminée sculptée. Sur le manteau, des photos. Elle les époussetait chaque mercredi. La plupart représentaient Monsieur Lamarque à différents âges, ou des paysages. Mais la photo centrale, dans un lourd cadre d'argent, était celle d'une femme souriante aux cheveux noirs. Eleanor Harrison Lamarque, la défunte épouse dont le domaine et la fondation portaient le nom. À côté, une photo plus récente de M. Lamarque serrant la main du préfet. Sandrine marqua une pause. Elle s'approcha. L'homme sur la photo souriait à l'objectif. Grand, cheveux blancs, très puissant et acéré. Il lui disait quelque chose. Une intuition la frappa. Non, impossible. Elle scruta le visage. Elle tenta de l'imaginer sous la pluie, l'air exaspéré, pestant contre un pneu. Elle secoua la tête. N'importe quoi, Sandrine, se dit-elle. Monsieur Lamarque était milliardaire. Il avait des chauffeurs. Il était un visage sur une photo, un nom sur un virement. Pas un vieil homme en détresse sur le bord d'une route. Elle termina d'épousseter le cadre, mais l'image s'incrusta dans son esprit.
Elle était négligée. Et avait 4 minutes de retard. Pierre Lamarque, au téléphone dans son pantouse, écoutait Valérie Bertrand, le visage impassible. Et vous l'avez congédiée, constata-t-il. Ce n'était pas une question. Monsieur, le règlement de la Fondation est formel, se défendit Valérie d'une voix sèche. Aucune exception n'est tolérée. Ce serait inéquitable. Le règlement, répéta Pierre d'une voix doucereuse et menaçante. Avez-vous au moins consulté son dossier, Valérie? Évidemment. J'ai étudié tous les finalistes. D'excellents résultats, mais son origine. Saint-Georges-sur-Loire, c'est. C'est quoi, Valérie? Ce n'est pas le profil habituel d'un boursier Lamarque. Nous avons des standards à maintenir. Vous voulez dire qu'elle n'a pas fait le bon lycée? Que sa mère ne fréquente pas les bons cercles? Monsieur Lamarque, je veux dire qu'elle était mal préparée, s'emporta Valérie. Elle était couverte de boue. Un manque de respect flagrant. Elle n'a manifestement pas l'allure que nous exigeons. Pierre baissa les yeux vers la tache de graisse sur sa manchette, qu'il avait gardée en guise de memento. L'allure. Je vois. Une jeune femme, en route pour le rendez-vous le plus crucial de sa jeune vie, s'arrête en pleine tempête pour aider un inconnu. Elle ruine ses vêtements, se couvre de crasse et de graisse, sachant qu'elle sera en retard, qu'elle perdra sans doute sa seule chance, et elle le fait quand même. Un silence de mort s'installa. Valérie était sans voix. Valérie, poursuivit Pierre, ce n'est pas un manque d'allure. C'est de la trempe. C'est la définition même de l'héritage Lamarque. Ce n'est pas une question d'apparence, mais de devoir. Mais, monsieur. Avez-vous lu son essai, l'interrompit-il. Je l'ai parcouru. Lisez-le, ordonna Pierre. Ensuite, prenez 2 semaines de congés payés. À effet immédiat. Monsieur, vous ne pouvez pas, si, je le peux. Et je le fais. Profitez-en pour revoir votre définition des standards. Nous nous reparlerons à votre retour. Il raccrocha, mettant fin à ses protestations. Stéphane, son chef de cabinet, n'avait pas bougé. Stéphane. Monsieur? Qu'avez-vous sur Louis Lefebvre, son arrière-grand-père? Stéphane consulta sa tablette. Sergent Louis Lefebvre, 3e division d'infanterie. Croix de guerre à titre posthume. La raison? Demanda Pierre, qui la devinait déjà. Août 1944, France. Section encerclée dans une ferme en feu sous les tirs de mortier. Lefebvre, blessé, est retourné 2 fois dans le brasier pour en extraire 2 hommes. Il est mort en tentant d'en sauver un 3e. Pierre ferma les yeux. On aide la personne qu'on a sous les yeux. L'héritage du devoir, dit Pierre, la voix étranglée. Monsieur, c'est le titre de son essai. Pierre se leva et s'approcha de la baie vitrée. La pluie avait cessé, laissant la ville propre et scintillante. Elle a écrit sur lui. Que l'héritage, ce n'est pas ce qu'on laisse, mais ce qu'on fait, ici et maintenant, quand personne ne nous regarde. Il se retourna vers Stéphane, le regard clair et décidé. Elle citait sa mère, qui citait son arrière-grand-père. Monsieur? Peu importe, Stéphane. Mon programme pour l'heure qui vient. Réunion avec le conseil de la nouvelle aile de l'hôpital dans 20 minutes. Annulé, dit Pierre en reprenant son manteau encore humide. Annulé? Monsieur, c'est la 3e fois. Ils s'en remettront. Et trouvez-moi où travaille Sandrine Dubois. Sandrine Dubois? La mère? Oui. Trouvez. Mais d'abord, la voiture. Vous conduisez. Direction Saint-Georges-sur-Loire. La berline noire se faufilait en silence dans les rues. C'était la même voiture, mais Pierre Lamarque était passager. Stéphane conduisait, le visage impénétrable, négociant avec une précision crispée les nids de poules de Saint-Georges-sur-Loire. Pierre regardait par la fenêtre. Son monde de tours de verre et de jardins paysagers s'était effacé. Ici, les bâtiments étaient bas, en briques, vieillissants, les fenêtres bardées de fer. Les pelouses étaient des carrés de terre battus. Il voyait des gens attendre le bus aux arrêts, les épaules voûtées, le visage marqué. Il voyait les prêteurs sur gage, les vitrines condamnées. C'était le berceau de Manon Dubois. Nous y sommes, monsieur, annonça Stéphane. Il s'arrêta devant un immeuble de 3 étages.
Une plaque en plastique fissuré indiquait « Les armes de Saint-Georges ». « Attendez-moi, dit Pierre. Monsieur, je me dois. Attendez-moi, Stéphane. » Pierre sortit, ajusta son manteau. Il leva les yeux vers l'immeuble, semblable à tous les autres. Il poussa la porte d'entrée. L'odeur de choux et d'humidité. L'ascenseur en panne. Il prit l'escalier, dont les parois de parpaing renvoyaient l'écho de ses pas. La montée pesa sur ses genoux. Au troisième, le couloir était mal éclairé, la moquette usée jusqu'à la corde. Il trouva le 3B. Il se tint devant la porte, comme Manon quelques heures plus tôt. Il leva la main pour frapper et aperçut une enveloppe dépassant de la fente. L'encre rouge. Dernier avis. Il n'y toucha pas, se contenta de la regarder, pensant à Valérie Bertrand, à ses standards, à son allure. Il frappa. À l'intérieur, Manon fixait la facture. Un arrêt de mort. Elle calculait mentalement. Combien d'heures au SMIC pour la payer? Et le loyer? Le coup à la porte la fit sursauter. Qui cela pouvait-il être? Le propriétaire? Il ne frappait jamais. On frappa de nouveau, plus fort. Qui est là? Demanda-t-elle, la voix mal assurée. Je cherche Manon Dubois. La voix était grave, âgée, familière. Le sang de Manon se glaça. Elle s'approcha, regarda par le judas. C'était lui. Le vieil homme de la pluie. Il était là, dans son couloir. Propre, impeccable, vêtu du même manteau de luxe, c'est que cette fois. Il dégageait une autorité nouvelle. Que voulait-il? Avait-elle mal fait quelque chose? Rayé la voiture? Mal serré les écrous? Elle n'ouvrit que de quelques centimètres, la chaîne de sécurité en place. Monsieur? Le vieil homme la regarda, le regard bienveillant mais intense. Il balaya du regard le petit appartement propre, s'attardant sur le tailleur en piteux état près de l'évier. Mademoiselle Dubois, dit-il. Manon. Puis-je entrer? Pourquoi? Comment m'avez-vous trouvé? J'ai mes sources, dit-il simplement. Je crains de vous avoir fait manquer votre entretien. Ce n'est rien, dit Manon en se drapant dans son peignoir. C'est du passé. Non, dit-il. Ça ne l'est pas. S'il vous plaît. Je ne vous veux aucun mal. Manon hésita. Son arrière-grand-père l'aurait aidé. Sa mère lui disait de ne jamais ouvrir aux inconnus. Mais il n'était plus un inconnu. Elle déverrouilla la chaîne. Pierre Lamarque entra. Sa carrure imposante semblait rapetisser la pièce. Il observa les lieux. Minuscule, modeste, mais d'une propreté irréprochable. Il remarqua une photo sur une table, Sandrine tenant Manon bébé. Asseyez-vous, dit Manon en montrant le canapé. Non, merci, dit Pierre. Il se tourna vers elle. L'entretien que vous avez manqué. C'était pour la bourse Lamarque pour l'héritage. Oui. Je siège au conseil de la Fondation Lamarque, dit-il. Le cœur de Manon rata un battement. Vous. Quoi? Je suis, continua-t-il doucement, l'homme qui l'a créé. Ma défunte épouse était Eleanor Harrison. Manon suffoquait. La pièce tanguait. L'homme aux pneus crevés. L'homme qui l'avait retardé. L'homme qui était la bourse. Je m'appelle Pierre Lamarque, dit-il. Manon le fixait, hébété. Le nom résonna. Lamarque. Le domaine Lamarque. La plus grande fortune de la région. La femme à l'accueil. Mademoiselle Bertrand. Mademoiselle Bertrand a été priée de prendre des vacances, dit Pierre, le ton glacial. Apparemment, elle ignore le sens du mot héritage. Je ne comprends pas, murmura Manon. J'ai lu votre essai, Manon. L'héritage du devoir. Vous l'avez lu? Dans la voiture, en venant. Il sortit de sa poche une feuille imprimée et pliée. Vous y parlez de votre arrière-grand-père, le sergent Louis Lefebvre. Oui. Le héros de notre famille. Il a foncé dans un bâtiment en flammes, dit Pierre d'une voix grave. Pour sauver ses hommes. Il a fait ce qui était juste, pas ce qui était facile. Son regard alla de l'essai au tailleur souillé. Vous aviez le choix, ce matin. Continuer à courir. M'ignorer.
C'eût été le choix de la raison, de la facilité. Vous auriez été à l'heure. Il s'approcha. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez vu quelqu'un en difficulté et vous avez foncé. Vous vous êtes mise à genoux dans la fange et vous avez résolu le problème. Vous, Manon Dubois, vous avez la trempe des Dubois. Vous êtes l'héritière des Lefebvre. Manon pleurait en silence. Ce n'était plus des larmes de froid ou de honte. Commença-t-elle, mais la porte s'ouvrit. C'était Sandrine, rentrée plus tôt. Madame Leroux l'avait libérée. Elle entra, l'air lasse, et s'arrêta net. Elle vit sa fille en larmes, puis l'homme qui se tenait dans son salon. C'était lui. L'homme de la photo. L'homme dont elle venait de nettoyer la maison. Il était là, chez elle. Monsieur Lamarque, souffla-t-elle, un mélange de stupeur, d'incrédulité et de prière. Pierre se retourna, le visage soudainement détendu. Madame Dubois. Sandrine. Je crois que nous nous connaissons. Bien que votre fille soit plus rapide que moi pour changer un pneu. Sandrine porta la main à sa bouche. Son regard allait de l'un à l'autre. C'était vous. Le vieil homme, murmura-t-elle. Sous la pluie. C'était vous. C'était moi, confirma Pierre. Sandrine sentit ses jambes flageoler. Et vous? Vous êtes monsieur Lamarque. Mon employeur. C'est exact. Sandrine se mit à rire, un rire nerveux, presque hystérique. Elle a raté la bourse. La bourse Lamarque. Parce qu'elle aidait monsieur Harrison. Lamarque. C'est à peu près ça, dit Pierre, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Il faut que je m'assoie, dit Sandrine. Manon la guida jusqu'au canapé. Pierre Lamarque les observa. Il vit le dernier avis dans la boîte aux lettres, le canapé usé, et la fierté indomptable dans le regard de Sandrine. Manon, dit-il. Le comité ne vous a pas reçu, mais moi si. Mon entretien a eu lieu sur un trottoir de la rue de l'Est, et vous l'avez brillamment réussi. Il sortit de sa poche une longue enveloppe blanche de la Fondation Lamarque. La bourse est à vous. Frais de scolarité, logement, nourriture, manuel, et une allocation pour les 4 années. Manon éclata en sanglots. Sandrine lui serra la main, pleurant elle aussi. Mais ce n'est pas tout, ajouta Pierre en se tournant vers Sandrine. Vous nettoyez mes sols depuis 3 ans. Oui, monsieur. C'est un gâchis de votre talent. Ma gouvernante, Monique Leroux, part à la retraite l'an prochain. Elle me suggère depuis un moment de former sa succession. Elle ne tarit pas d'éloges à votre sujet. Monsieur. Je vous offre le poste de directrice du domaine Lamarque. Avec effet immédiat. Vous superviserez tout le personnel. Le salaire est substantiel. Et le poste vient avec une maison de campagne sur le domaine. Sandrine était sans voix. Une maison? Un salaire? Et, conclut Pierre, je paierai un nouveau tailleur à Manon. Et un nettoyage complet pour ma voiture. Elle l'a laissée dans un état lamentable. Pour la première fois de la journée, Manon rit. Un rire authentique, mêlé de larmes. Merci, chuchota-t-elle. Non, dit Pierre en s'approchant. Il n'était plus qu'un vieil homme au regard bon. C'est moi qui vous remercie, Manon. J'ai passé ma vie à bâtir et à acquérir. Aujourd'hui, vous m'avez rappelé le vrai sens de l'héritage. Ce n'est pas un nom sur un bâtiment. C'est ceci. Il désigna la médaille de Saint-Christophe que Manon serrait dans sa main. C'est le choix que l'on fait quand personne ne regarde. Votre arrière-grand-père. Il est fier de vous. Il les salua. Stéphane vous contactera demain pour les formalités. Sandrine, je vous attends lundi au domaine. Sans, ajouta-t-il, votre serpillière. Il sortit. Elles entendirent ses pas s'éloigner. Le silence se fit. L'appartement était le même, mais tout avait changé. Manon regarda la table. Le dernier avis, rouge, était toujours là. Elle le prit. Elle regarda sa mère. Sandrine lui offrit un sourire lent et radieux. Manon jeta l'enveloppe à la poubelle. Elle se rassit, sa main refermée sur le petit médaillon de métal usé. Il était chaud. 3 mois plus tard, la bibliothèque de l'université de Tours baignait dans une lumière chaude. Une odeur de vieux papier, de cire et de café flottait dans l'air.
Manon Dubois tourna la page de son lourd manuel de macroéconomie. Il y a 3 mois, ces mots l'auraient intimidée. Aujourd'hui, ils l'intriguaient. Elle ne portait plus de tailleur de seconde main, mais un pull et un jean. Ses cheveux blonds tombaient librement sur ses épaules. L'air grave était toujours là, mais la nervosité avait disparu. Elle n'était plus une intruse. Elle était à sa place. Un SMS de sa mère, dîner à 18h. Monique Leroux m'a appris à faire le rôti de bœuf. Manon sourit. Elle rangea ses livres dans son sac de l'université de Tours. Ses doigts effleurèrent la médaille de Saint-Christophe. Elle la gardait, non comme une amulette, mais comme un rappel. Elle sortit dans le soleil d'automne. Le campus était vibrant. Elle était une étudiante parmi d'autres. Une boursière Lamarck. Ces mots avaient encore une saveur de miracle. 2 fois par semaine, elle voyait Pierre Lamarck. C'était leur rituel. Ils se retrouvaient au café universitaire. Il lui parlait de ses cours. Ce n'était pas un grand-père de substitution, mais un mentor. Exigeant, il la poussait à réfléchir. Ne vous contentez pas de lire, Manon. Contestez. Trouvez la faille. L'avenir n'est pas de savoir, mais de comprendre. Elle comprenait. Elle monta dans le bus de ville. Elle avait un abonnement semestriel, payé par sa bourse. Elle ne se rendait plus à Saint-Georges-sur-Loire, mais aux portes des belles collines de Touraine. Le bus s'arrêta et elle emprunta une longue allée sinueuse bordée de manoirs. Elle passa devant le domaine Lamarck, où travaillait sa mère, salua le gardien qui lui répondit d'un sourire, et continua vers une rangée de coquettes petites maisons de fonction. Elle s'arrêta au numéro 3. Une maison blanche, porte vert foncé, des fleurs aux fenêtres. Elle ouvrit la porte. L'appartement de Saint-Georges sentait l'inquiétude et l'eau de Javel. Ici, ça sentait le rôti de bœuf. Maman. Dans la cuisine. Sandrine se tenait au-dessus des fourneaux. Elle ne portait plus d'uniforme, mais un pantalon de tailleur et une chemise blanche. Ses cheveux étaient relevés en un chignon professionnel. Elle semblait sereine. Une patronne. Le cours, demanda-t-elle en arrosant le rôti, ses gestes empreints d'une nouvelle assurance. Dur, répondit Manon. Le prof est coriace. Tant mieux. C'est comme ça qu'on apprend. Va mettre la table et lave-toi les mains. On n'est pas à Saint-Georges. On sort l'argenterie. Sandrine s'épanouissait. Elle dirigeait une équipe de 12 personnes, gérait les plannings, la paie, les réceptions. Son sens de l'organisation, autrefois dédié à joindre les deux bouts, servait désormais à administrer un domaine de plusieurs millions. Elles s'attablèrent à une table en chêne massif. Fini la table en formica bancal et les sirènes. Le silence n'était rompu que par le tintement des couverts. Monsieur Lamarck reçoit le préfet la semaine prochaine, annonça Sandrine. Il m'a demandé de l'assister pour le menu. C'est formidable, maman. C'est le travail, dit-elle en souriant. Les rides d'anxiété qui creusaient son visage depuis 17 ans s'estompaient. Et l'économie? Tu t'en sors? Je m'accroche. C'est beaucoup, mais ça me plaît. Bien. Sandrine posa ses couverts. Tu sais, je repense souvent à ce matin-là. À la pluie. Moi aussi, murmura Manon. J'ai eu si peur pour toi. Et cette femme, mademoiselle Bertrand, m'a mise hors de moi. Sandrine secoua la tête. Mais je me dis que si tu ne t'étais pas arrêtée, si tu avais continué à courir. J'aurais été à l'heure, dit Manon. Oui. Tu aurais peut-être eu la bourse. Mais nous ne serions pas ici. Où serions-nous? Sandrine regarda autour d'elle, dans cette cuisine chaude et accueillante. Elle regarda sa fille, radieuse et pleine de promesses. Nous serions encore à Saint-Georges-sur-Loire, dit-elle doucement. Encore à espérer une porte de sortie. Nous ne serions pas chez nous. Après le dîner, Manon fit la vaisselle. Elle posa la médaille de Saint-Christophe sur le rebord de la fenêtre, où elle capta les derniers rayons du soleil. Elle n'était pas une fille de femme de ménage. Elle n'était pas une victime. Elle était Manon Dubois. Une boursière Lamarck. La fille de sa mère. Elle avait la trempe de son arrière-grand-père. Elle l'avait méritée. Toutes les deux. Et c'est là que la nouvelle vie de Manon commence véritablement. En partageant une histoire comme celle-ci,
j'espère rappeler qu'un seul choix, un geste de bonté dans un moment critique, peut remodeler un destin. J'espère que cela vous a offert une petite évasion. J'aimerais savoir ce que vous faisiez en écoutant. N'hésitez pas à le partager en commentaire, je les lis tous. Si vous souhaitez que nous nous retrouvions, un j'aime et un abonnement sont très appréciés. Vos retours nous aident à nous améliorer. Merci pour ce moment partagé.